Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour le forum d'échange. Ça se discute. Nous allons parler ce soir de ce dialogue mondial de la jeunesse qui s'est tenu à Cotonou hier entre le 4 et le 5 avril. Aujourd'hui, nous allons voir avec nos invités les défis auxquels les jeunes sont confrontés de nos jours et s'ils sont en capacité, bien évidemment, de proposer des solutions et d'y faire face. Nous allons en parler avec Innocent Wiener-Godonou, journaliste et enseignant d'allemand. Bonsoir. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Nicolas Soukouetin, journaliste, enseignant de philosophie. Bonsoir Xavier, bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci pour le thème proposé qui me paraît un thème très intéressant. Voilà, Daniel Kaitogla qui devrait nous rejoindre, mais bon, qui a eu quelques difficultés, qui est, disons, alité, on va dire, on lui souhaite un prompt rétablissement et surtout qu'il recouvre ses forces d'ici là. Nicolas Soukouetin, vous trouviez que c'était un bon thème, donc je commence avec vous. Quand on parle de jeunesse, le Bénin qui accueille depuis hier ce premier dialogue mondial de la jeunesse, pour vous, quels en sont les enjeux? Les enjeux sont énormes, ils sont multiples et multiformes, d'autant plus que l'avenir de l'humanité repose aujourd'hui en grande partie sur la jeunesse. D'ici 2025-2030, la population africaine sera beaucoup plus jeune que n'importe quelle jeunesse dans le monde, plus d'1 milliard. En 2050, je pense quand même que tout l'avenir de l'humanité se retrouve là, et les défis sur le plan de l'économie, sur le plan de l'environnement, sur le plan du développement de façon globale incombent à cette jeunesse qui doit impérativement et qui a l'obligation d'ailleurs de jouer de grands rôles dans l'atteinte des objectifs de développement durable, l'objectif 2030, je crois. Et là, pour ça, donc, il urge que cette jeunesse-là soit véritablement conscient de ce qu'il attend et de ce qu'il doit faire pour prendre en main son destin et de ne plus désormais se laisser diriger par une politique qui les avertit ou qui les rend vulnérables par rapport à leur futur. Je pense que ce dialogue vient à point nommé, à un moment où il y a des remous sociaux, il y a une sorte de révolution des pensées qui se produit actuellement sur le continent, où sous d'autres cieux, en tout cas dans certains pays, cette jeunesse-là n'est pas restée en marge d'un certain nombre de prises de décision, d'un certain nombre de prises de position également pour remplacer valablement, en tout cas, une vieille classe politique qui, ma foi, est partante et qu'il faut véritablement laisser la main à cette jeunesse-là. Oui. Quels sont les enjeux de ce dialogue, ce premier dialogue de ce type, qui regroupe pratiquement des jeunes venus de plus de 130 pays du monde? Oui, je pense personnellement que c'est déjà une bonne chose que la jeunesse décide de prendre son avenir en main. Maintenant, dans le raisonnement ou dans la logique de Nicolas, c'est qu'il faut briser la gérontocratie. Oui, c'est vrai, parce que lorsqu'on crée l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, la CEDEAO et bien d'autres organisations sous-régionales, s'il y avait une forte présence des jeunes, je pense que ça aurait pu bouger beaucoup de lignes. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de forcément regarder dans une direction contraire par rapport à cette classe gérontocratique qui a longtemps dirigé les pays africains depuis 1960, mais qui ont connu
des résultats, en fait, je peux dire mi-figue, mi-raisin. Je pense en réalité que les grands pays qui se sont développés ont d'abord misé sur la formation de la jeunesse, surtout le militantisme. Je pense que ce militantisme-là doit forcément caractériser la jeunesse africaine, et celle béninoise véritablement est en panne de militantisme, puisque depuis un certain moment, on a tellement érigé un certain nombre de systèmes qui peut dire, excusez-moi le thème, qui abrutit un peu la jeunesse, qui influence la jeunesse, et la jeunesse ne prend pas véritablement son destin en main. Rappelez-vous, Frantz Fanon l'a dit, une jeunesse a une mission qu'elle réussit ou qu'elle trahit. Et donc, la jeunesse ne doit pas forcément attendre de cette classe gérontocratique les directives. Aujourd'hui, c'est vrai, Nicolas a dit qu'il y a une révolution des pensées. On a le président de Pays des Hommes Intègres qui n'a même pas encore la quarantaine. On a aussi un autre président du Mali qui peut-être est un quadragénaire, on pourra le dire. Mais aujourd'hui, la nouvelle dynamique au Sénégal prouve à foison que cette jeunesse-là est en train de prendre véritablement les taureaux par les cornes. Et il fallait surtout donner aussi un élan panafricaniste à cette jeunesse-là, parce que c'est là véritablement là où on retrouvera la vraie mission, la mission existentielle même de cette jeunesse qui ne doit plus être au solde d'une classe gérontocratique ou des institutions étrangères. Donc là, c'est un motif de satisfaction de voir la jeunesse penser, surtout parce qu'il y a des enjeux comme le développement durable, les questions de sécurité, les questions de développement. Ça préoccupe aussi la jeunesse, qui est d'ailleurs le fer de lance du développement. Oui, justement, je reste avec vous, puisque en regardant un peu les thématiques en discussion, vous deux, vous avez embrayé rapidement sur le champ politique, mais s'il n'y a pas d'autres questions plus sérieuses, on parle de développement durable, qu'est-ce que la jeunesse en pense, on parle de santé, on parle d'emploi, vous avez parlé de formation, d'éducation. Je pense que ce sont les thèmes sur lesquels les jeunes du monde entier ont échangé. On parle de développement, puisque il ne faut pas oublier que ce dialogue est organisé dans le cadre des Nations Unies, de l'organisation, de la coordination de tout ce qui a trait aux politiques de développement et donc de la population. Donc il y a beaucoup de défis en ce sens. Est-ce que vous pensez que au-delà du militantisme, au-delà de se mobiliser pour ci et pour ça, les questions de notre temps, parlons par exemple du réchauffement climatique, que les jeunes que nous avons, cette classe jeune, l'ONU l'a défini statistiquement entre ceux qui ont entre 15 et 24 ans, est-ce que ces jeunes-là, vous sentez, ont pleinement conscience de ces défis-là, de ce défi-là par exemple en particulier, et si oui, comment peut-elle changer la donne de sa position? En fait, la jeunesse aujourd'hui est confrontée à beaucoup de défis, dont vous avez parlé justement de la question de réchauffement climatique, la question du développement durable. Mais si, oui, il y a aussi d'autres axes de réflexion, il y a aussi d'autres champs d'action. Mais pensez-vous en réalité que si cette jeunesse arrivait véritablement à bouger les lignes, mais qui ne dispose pas d'un leadership politique capable de participer à des instances de décision, cette jeunesse aurait réalisé des résultats, des exploits éphémères? Puisque en fait, il s'agit d'un leadership institutionnel. C'est ça la question. Vous avez parlé de formation. Est-ce qu'elle a la capacité? Aujourd'hui, quand vous regardez, on parle de réchauffement climatique. Oui. Réchauffement climatique, on se rappelle. Anecdotique. Oui. On se rappelle en Europe, oui. Il y a quand même une jeune, que je peux dire, elle est activiste sur le plan écologique, qui a énormément bougé les lignes et qui a influencé véritablement le microcosme. Son microcosme, et ça s'est même étendu vers d'autres. Greta Thunberg a un activisme, un leadership très avéré. Je pense que la jeunesse dispose de moyens pour atteindre les objectifs. Maintenant, la vraie question, c'est que
il faut psychologiquement préparer cette jeunesse-là à prendre conscience des potentialités surtout dont elle regorge. Mais qui doit la préparer? Bon, et je pense bien que vous êtes des enseignants. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne qu'on quitte la nouvelle. Il faut surtout aussi que ceux-là qui ont aujourd'hui, eh bien, les reines de notre pays puissent penser à cette jeunesse-là, puisqu'on dit souvent dans les discours pompeux, verbeux, que la jeunesse est la relève. Mais en réalité, il n'y a pas des actes sérieux, des signaux très forts pour mettre véritablement la jeunesse au devant de la scène et progressivement les préparer à assumer des fonctions dans les institutions. Je pense que c'est là, parce qu'on remarque une rupture générationnelle entre la classe dirigeante actuelle et une jeunesse qui se bat pour relever un défi, alors que cet défi reste la préoccupation aussi de la classe actuelle. Maintenant, est-ce que ceux-là qui dirigent ont véritablement la volonté de pouvoir aider cette jeunesse-là? Parce qu'il faut forcément qu'il y ait des éléments pour les propulser. Il faut forcément qu'il y ait des accompagnateurs. La jeunesse veut bouger les lignes, mais il faut aussi, au sein de la classe politique, des gens, des responsables capables bien d'insuffler une dynamique, un leadership qui peut booster véritablement cette jeunesse-là. Donc je pense en réalité que la jeunesse ne peut pas agir elle seule. Forcément, elle a des potentialités, certes, mais elle doit aussi s'appuyer sur des leaderships qui existent déjà et qui ont cette préoccupation-là pour arriver à hisser le drapeau. Oui, je disais, vous êtes enseignant. Est-ce que dans votre travail au quotidien, vous pensez que les jeunes déjà sont préoccupés? Ceux à qui vous enseignez, vous enseignez au secondaire déjà, donc on ne peut pas dire que ce soit la maternelle ou que certaines informations ou formations ne soient pas accessibles à cette course. Vous pensez déjà qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau pour que cette jeunesse et cette grande masse puisse être préparée au mieux à déjà avoir une réflexion sur les défis. Puis avant d'agir, il faut bien avoir de la pensée autour. Ça, vous venez d'aborder là un problème très crucial au niveau de la société béninoise. Cette jeunesse, effectivement, quand vous la définissez comme l'ONU, en restant dans la marge, dans la fourchette d'âge. Oui, c'est statistiquement, c'est ce qui nous permet. C'est ce qui permet. Quand vous avez parlé de 2050 tout à l'heure, bon, ce sont ces statistiques qui permettent de dire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il faut bien fixer une norme. Non, oui, je suis d'accord, mais vous ne me dites pas non plus que moi je suis aussi vieux. Non, vous n'êtes pas. La jeunesse est dans la tête. La jeunesse aussi dans la tête. Je pense c'est dans la tête. Même à 80 ans, on est jeune. C'est vrai. Philosophiquement, c'est vrai. Je pense que effectivement, cette classe d'hommes dont vous parlez et qui se retrouvent en majorité à l'école a besoin effectivement d'une formation digne du nom qui leur fait prendre conscience des enjeux actuels et qui engage véritablement leur futur. Je pense que quand on collabore, quand on est un enseignant comme moi et on collabore beaucoup avec ces gens-là, qu'est-ce que vous percevez? On ne rend pas compte effectivement de ce que cette prise de conscience est déjà une réalité chez eux. Ça, il faut le souligner. À cause peut-être de ce que il y a cette influence aussi des réseaux sociaux, il y a cette influence de la non-maîtrise de l'usage ou de l'utilité à faire de la technologie qui est en vogue actuellement, bien que cette technologie en même temps apporte des possibilités énormes pour cette jeunesse-là qui a besoin de s'appesantir là-dessus pour pouvoir relever ces défis-là. Oui. Alors, il nous appartient en tant qu'enseignants. Et ça, je pense que Godonou a su bien le dire, ce n'est pas seulement au niveau des enseignants, au niveau même de la classe politique, au niveau de la classe dirigeante. Oui, un certain nombre de... Entre la classe dirigeante, la classe politique et vous, c'est vous qui les voyez le plus. Bon, pour ceux qui sont à l'école, c'est vous qui les voyez la plus. Déjà, moi, je vais en venir. Oui. C'est vrai que les premiers qui sont en contact de ceux-là, c'est bien les enseignants que nous sommes. La plupart du temps. Une bonne partie de l'année. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Et effectivement, ce rôle nous incombe et nous avons besoin, nous autres aussi, des moyens nécessaires. Au fait, vous voyez, quand, par exemple, le curricula tel que c'est défini, où vous avez un programme lourd à enseigner tout au long de l'année,
vous êtes difficilement amené à trouver des champs de sensibilisation, difficilement amené à trouver des créneaux d'échange avec ceux-là pour véritablement les amener à prendre conscience. Le fait est de la philosophie, non, vous trouvez tout votre matière à justement trouver. Merci monsieur Xavier, c'est peut-être là aussi qu'il faut retrouver l'utilité de ce que nous enseignons, parce que parfois on a l'impression que oui, la philosophie c'est du verbiage et que nous n'avons pas besoin. Non, on sait aussi aujourd'hui, excusez-moi du peu, cette façon de voir aujourd'hui l'enseignement d'un certain nombre de matières. Je pense quand même que effectivement, on peut s'appesantir sur cette catégorie d'enseignants qui ont effectivement, par leur enseignement, peuvent influencer cette conscience de cette jeunesse-là. Et donc, nous autres, en tant qu'enseignants de philosophie, nous en faisons suffisamment, pas à travers nos cours que nous dispensons, mais aussi à travers l'expérience quotidienne que nous-mêmes nous vivons auprès des aînés à nous, auprès des gens qui sont plus avérés et qui sont plus expérimentés. Oui, je ne pose pas la question par hasard, simplement parce que vous êtes des enseignants et j'ai peut-être envie de vous embêter. Non, parce que quand on fait le compte, que ce soit au secondaire et au supérieur, ces deux catégories, et même au primaire, ces trois catégories, dans ces trois ordres d'enseignement, disons, a en main du lundi au samedi une bonne masse de ce qu'on parle de ce qu'on qualifie de jeunes. Donc en réalité, les enseignants ont un pouvoir immense, puisque c'est vous qui passez le plus clair, exactement, le plus de temps avec cette masse. Et là, je parlais la vraie préoccupation. La vraie préoccupation, c'est que vous avez dit que l'ONU définit la jeunesse entre 18 ans et 24 ans. Entre 15 et 24 ans. Il se fait que nous travaillons peut-être avec des apprenants à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans au plus. Bon, vous ne verrez pas 24 ans déjà dans le non, c'est pourquoi j'ai parlé du supérieur aussi. Justement. Alors, il existe une passerelle. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au fait, l'école fonctionne juste avec ce qui est formel. Alors qu'il y a des activités parascolaires ou extrascolaires qui peuvent permettre de dynamiser encore cette jeunesse-là. Moi, je me rappelle quand j'étais au second cycle, il y avait des activités de club UNESCO. Alors, c'est là qu'on commence par vous former au militantisme, au panafricanisme. Vous débattez des thèmes. Je pense qu'aujourd'hui, ces clubs-là n'existent plus. Les clubs français, les clubs d'anglais, aujourd'hui, ne fourmillent plus dans le monde. Mais vous enseignez de l'allemand, vous pouvez trouver matière à sensibiliser. Oui, je n'en dis combien pas. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un peu le fonctionnement des collèges, est-ce qu'en réalité, les autorités qui ont en charge de la gestion ont à cœur qu'il faut promouvoir, parce que c'est ça, il faut promouvoir ces genres d'activités parascolaires pour dynamiser davantage. Aujourd'hui, ceux qui dirigent l'école, quand ils vont peut-être à des consignes de classe, on statue sur les résultats, on statue sur le fonctionnel, on statue, mais on ne statue pas véritablement sur l'âme, l'être humain qu'on veut faire, le citoyen qu'on veut former. Je pense que ça doit être forcément une préoccupation. Aujourd'hui, je dois aussi saluer le gouvernement en place qui a eu l'ingénieuse idée de créer les classes sportives et des classes socio-éducatives. En réalité, quel est l'objectif de ces classes-là? C'est de compléter l'enseignement qui se fait déjà dans la structure scolaire pour faire de jeunes ou bien pour faire de l'apprenant un être abouti. Donc en cela, nous devons aussi réfléchir à créer d'autres. Aujourd'hui, quand on organise les journées culturelles, vous n'avez jamais la chance d'assister à une conférence sur un thème donné. Vous n'avez jamais la chance de rencontrer, ne serait-ce que le CA ou le maire, qui va pouvoir expliquer de long en large aux apprenants comment la mairie ou les collectivités locales interviennent aussi dans la vie scolaire, c'est-à-dire leur part de responsabilité. C'est pas là la jeunesse peut commencer par prendre ses responsabilités. Donc il faut l'implication d'autres acteurs pour vivifier la communauté scolaire. Pour compléter ce que l'enseignant fait. Pour compléter justement ce que l'enseignant fait. L'enseignant étant déjà, je peux dire, occupé
affinir le contrat didactique ou pédagogique qui le lie avec ses apprenants sera aussi parfois disponible, puisque moi j'ai été encadreur culturel où les samedis matins dans un seul j'ai de la place, je suis avec des élèves qui essaient de faire bouger un peu leur ciboulot. Oui. Alors au finish, ça n'a pas prospéré parce que je ne suis plus là, donc il n'y a plus une relève. Et là je pense que si on avait réussi à mettre en place ce club-là de génie en herbe, c'est aussi une volonté prononcée de celui qui gère l'administration. C'est-à-dire que le directeur lui-même qui s'impliquait personnellement. Aujourd'hui, il y a aussi des festivals de culture, de promotion culturelle. C'est vrai qu'avec les classes culturelles, socio-éducatives, on peut régler le problème. Mais aujourd'hui, il faut aussi former ceux qui dirigent nos écoles et nos collèges aujourd'hui à cette compétence interculturelle, à cette compétence de leadership, c'est-à-dire que pas seulement se focaliser sur les enseignements donnés, mais aussi promouvoir d'autres activités qui peuvent vivifier la vie scolaire. Donc ça parle de là. Le professeur peut-être a envie de le faire, mais si ça ne cadre pas avec la vision de l'administration, il peut y avoir de plomb dans l'aile. Est-ce que vous êtes sur la même longueur? Non, je suis totalement d'accord avec lui. Je me souviens aussi, il y a quelques années, nous avions créé dans un CEG une sorte de débat lors des journées culturelles où on faisait participer des apprenants à qui nous octroyions des prix pour ceux qui ont pu bien se défendre. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Même les journées culturelles, difficilement certains collèges organisent. Moi, je suis dans des collèges. Il y a des collèges aujourd'hui. C'est du folklore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a. Au fait, c'est du folklore. Moi, je pense que effectivement, l'école, l'enseignant a un rôle déterminant, prépondérant à jouer dans la formation de l'être. Et parce que les trois compétences qu'on développe à l'école, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, je crois que les trois là se complètent. Et ça participe de cette relève-là qui devrait prendre en main l'évolution de la société, le développement de la société. On a connu une classe d'hommes qui pratiquement n'a pas pu véritablement relever le défi du développement. Et si aujourd'hui on est à retrouver 100 élèves dans une classe, 80 élèves dans une classe, c'est que véritablement on n'a pas pu entrevoir loin ce qui devrait arriver et qui est en train d'arriver. Moi je me souviens que quand j'étais au lycée Bianzin par exemple, et ça c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Au lycée Bianzin par exemple, il y avait des heures des créneaux qui étaient prévus pour chaque promotion de classe, d'aller vers soit comment vous appelez menuiserie, c'est les coopératives aller vers d'autres activités parascolaires et qui permettaient à nous autres de faire même d'autres recherches qui n'ont rien à voir avec la philosophie, la mathématique, et qui nous permettaient de compléter ce savoir que nous recevons de l'école. Mais aujourd'hui, plus rien, on ne s'en donne plus rien. Je pense que ce dialogue-là devrait servir de cadre légal à la jeunesse aujourd'hui, de faire des propositions concrètes aux gouvernants qui ont l'obligation, eux autres, d'implémenter ces décisions prises pour permettre à cette jeunesse-là, et c'est là que je parlais de cette complémentarité qui devrait exister entre la classe dirigeante et les enseignants. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une jeunesse qui a du potentiel, qui a les moyens de susciter un changement réel au niveau dans beaucoup de domaines. Quand Innocent Godonom parlait tout à l'heure je crois que c'est la députée européenne là, l'activiste là. Non, c'est une activiste qui a vraiment véritablement bougé les choses aujourd'hui en Europe. Ici en Afrique, il faudrait que les mêmes choses puissent se produire, qu'on puisse déterminer aussi, qu'on puisse avoir de ces gens de jeunes qui sont capables d'influencer même les décisions politiques. Cette jeunesse-là qui est capable d'influencer les décisions politiques pour permettre véritablement la relève de qualité qu'il faut.
Et ça, c'est vrai, je vous le dis si bien. Mais quand vous allez à l'université, quand vous allez dans les collèges aujourd'hui, on ne sent pas cette jeunesse-là qui veut véritablement prendre les choses en main, qui veut même s'informer sur ce qui se passe autour de lui. Oui, en fait, dans le développement de Nicolas, il y a rapidement une idée qui m'a fleuré l'esprit. J'ai souvent demandé aux responsables de classe et aux délégués d'établissement, est-ce que vous avez un cahier de charge? Mais ils disent non. Mais en principe, si nous voulons une relève de qualité, un leadership de la jeunesse qui serait prêt à prendre les taureaux par les cornes, à prendre les rênes de ce pays-là, nous ne pouvons plus permettre l'élection des responsables de classe et des délégués et ne pas pouvoir être en mesure de les former. Parce que là, j'ai un projet même dans ce sens-là. Je préfère sur le projet. Dans ce sens-là où il faut forcément créer un réseautage entre les délégués. Oui, mais le délégué, pour qu'on comprenne très bien, voilà, le délégué de classe, voilà. le responsable de classe oui. est élu normalement par les élèves. Oui, par ses pairs. Oui, sous la supervision peut-être du justement principal. Oui, principal ou de la surveillance générale. Oui. Oui. Donc c'est peut-être au professeur principal et puis aux autres élèves de... Oui, mais il n'y a pas un cahier de charge. Oui. C'est-à-dire, il navigue à vue. Bon, le cahier de charge, bon. Il gardait la boîte de craie du non, ça ne devrait pas ça ne devrait pas s'arrêter là. Justement, c'est l'erreur que nous commettons. Il s'assure que la classe soit c'est l'erreur que nous commettons parce que aujourd'hui, nous avons excusez-moi, nous avons des gens qui sont élus à des postes de décision, mais qui sont obligés de se chercher d'abord pendant 2 ou 3 ans parce qu'ils n'ont pas encore les automatismes qu'il faut pour le faire. Ouais, pour vous, mais si déjà ces responsables sont formés et ils savent déjà ce qu'il faut faire, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de conflits ou beaucoup de mésententes dans les classes où on n'a pas besoin de faire recours à la surveillance ni à l'administration, et que si le délégué d'établissement ou le responsable de classe est extrêmement formé pour cela, il pourrait régler. En Europe, il y a une étude avérée qui a été faite dans le cas que au moins 60% des crises ou des cas de mésentente ou de conflits entre les élèves sont gérés par ceux-là qu'on appelle les médiateurs. Et en Allemagne, ce système est tellement bien huilé où dans chaque classe, il y a des dispositifs. Déjà, quand vous voyez le rouge allumé, on sait que déjà l'administration a besoin de responsable et il sort. Quand le bleu est allumé, c'est-à-dire on connaît déjà. Donc, c'est le fruit de la formation qui a amené ces pays-là à atteindre ce niveau et nous pouvons les copier. L'apprentissage doit commencer là. Par là, le leadership doit commencer déjà par cette petite responsabilité-là qu'on donne à la jeunesse. Aujourd'hui, même dans les établissements, l'élection même des délégués pose problème. D'abord, dans les classes, comment choisit-on les responsables? On impose pratiquement les responsables dans les classes. Oui, parce qu'on tient compte des critères, que telle personne a été premier ou deuxième, ce qui est une aberration. Parce que qu'est-ce qui prouve que le dernier de la classe n'a pas un leadership avéré? C'est justement encore cette discrimination-là. C'est des problèmes au niveau de l'école aujourd'hui qu'il faut régler. Il faudrait que les dirigeants des établissements puissent penser que, effectivement, pour que ne serait-ce même qu'au niveau au plus bas niveau, ne serait-ce qu'on puisse penser que la surveillance générale là même pour bien la gérer, il faut un certain nombre de compétences et qui peut s'apprendre à partir de cette petite responsabilité de responsable qu'on a dans une classe. Le délégué même, comment on s'organise pour avoir le délégué. Moi, j'ai eu en tant qu'élève, j'ai eu à avoir des délégués dans mon établissement qui étaient capables, très dynamiques et qui étaient capables d'influencer les décisions du directeur de l'établissement. Mais aujourd'hui, pratiquement rien. Voilà. En dehors de l'école, voilà, quelles sont les autres compétences que les jeunes doivent pouvoir développer pour impacter réellement dans leur environnement? Non, il faut que l'on soit capable d'éduquer nos enfants au civisme, à l'amour de la patrie, à l'amour de son environnement immédiat d'abord. Parce que quand nous parlons aujourd'hui de réchauffement climatique, certains nombre de comportements
qu'il faut chercher désormais à éviter. Le simple fait même de manger, par exemple, et de jeter les emballages n'importe où, ce ne sont pas c'est pas des comportements à encourager. Et il faut que la jeunesse se rende compte que... Moi, je me souviens quand j'étais élève, j'étais encore primaire, même quand on me définissait l'environnement. On me définissait l'environnement comme étant l'ensemble de ces choses-là sur lesquelles j'agis et qui, en retour, agissent sur moi. Alors, il faut que l'on inculque cette définition de l'environnement à la jeunesse, à savoir que nos comportements déterminent notre survie par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. Il y a ces genres de défis qui nous attendent, parce que quand vous regardez le pic de la chaleur que nous observons par ces temps-ci, ah bien, ça doit inquiéter. L'espèce humaine a-t-elle toujours de survie pendant longtemps avec ce que nous vivons là? Moi, je pense quand même que c'est des compétences à développer pour permettre cette relève-là qui doit prendre son destin en main et prendre l'avenir, construire l'avenir meilleur pour des générations futures encore. Pour la pérennisation de l'espèce humaine. Il faut reconnaître que, oui, la jeunesse actuellement est déboussolée. Parce que la jeunesse n'est pas mise dans des conditions qu'il faut pour pouvoir faire éclore le talent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, est-ce que la jeunesse elle-même fait preuve de volonté? Oui, fait preuve de volonté parce qu'il y a des jeunes qui évoluent et qui impactent positivement leur environnement. Je pense que le chef de l'État avait rencontré un jeune qui est une superstar dans le start-up. Junior, je pense qu'il y a un junior là. Lui, par exemple, maintenant, il peut être un exemple, un modèle à travers les réseaux sociaux. Il peut parler et ça peut pénétrer des esprits. Ça peut pénétrer aussi certains esprits qui somnolent et qui ne croient pas en eux. L'éducation par le modèle. L'éducation, justement, par le modèle. Lui, par exemple, maintenant, c'est un leader, un jeune leader. On a besoin des jeunes leaders aujourd'hui, pour aller à la rencontre de la jeunesse, pour leur parler véritablement de l'originalité, de la créativité qui doit caractériser les actes. Puisque aujourd'hui, parce que la nature ayant horreur du vide, la jeunesse déboussolée se livre à la cybercriminalité. Et parce que si entre-temps, il y avait peut-être des bonnes réalisations, il y avait des conférences de presse, ou pas forcément des conférences de presse, mais juste des blogs, des articles, ou des vidéos montrant un jeune qui excelle dans tel domaine, ça peut inspirer d'autres jeunesses. Donc là, je pense toujours que la responsabilité de la classe dirigeante est entière dans ce que nous vivons. Mais il ne faut pas dédouaner aussi cette jeunesse-là qui, à un niveau donné, a besoin de retrouver ses repères, a besoin d'aller chercher aussi ses repères. Maintenant, l'autre problème, est-ce que cette classe dirigeante-là est aussi prête à laisser la main? Il y a aussi une forme d'instrumentalisation. Mais on doit dépasser cette instrumentalisation-là et penser que cette classe dirigeante est appelée à partir et que progressivement, c'est nous qui allons prendre. Vous savez, une prise de conscience, ça fait changer beaucoup de choses. Justement. Avant d'en arriver là, les autres compétences pour la jeunesse, que vous jugez que la jeunesse doit avoir. Je pense que des compétences très avérées, comme on a parlé de l'activisme écologique, activisme politique, surtout la créativité et l'esprit de création d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de création d'entreprise doit être l'une des compétences phares de cette jeunesse-là, parce que c'est une jeunesse qui a énormément de potentialités, même si elle est déboussolée, elle a des potentialités. Et si cette jeunesse arrivait véritablement à prendre conscience de ses potentialités, elle peut changer beaucoup de choses. Elle peut énormément changer beaucoup de choses. Oui, vous voulez parler j'évoquais ce comportement aussi de, excusez-moi l'expression si elle est trop forte, de la vieille classe, qui ma foi n'a pas toujours cette envie-là de laisser la main à cette jeunesse-là qui doit prendre l'anglais. C'est pas un cadeau. Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse la main? Il y a un problème de confiance. Ailleurs, sur tous les cieux, personne ne vient dire, bon, Nicolas, je pars, viens t'asseoir. Je suis d'accord qu'il faut convaincre, il faut gagner. Il y a une bataille que... Justement, est-ce que la classe... Là, vous venez de sortir le mot. Est-ce que la classe, la jeunesse dont vous parlez, dont vous faites partie, on va laisser la statistique,
la marge de l'ONU, est-ce que cette jeunesse est prête à mener bataille vraiment parce que rien n'est donné. Voilà, et c'est là le vrai problème. Au début, quand je prenais la parole, j'ai dit qu'il y a que dans certains pays, cette jeunesse-là a pris véritablement conscience de ce que il y a des défis à relever et qu'ils se mettent à la tâche et qui, en tout cas, de par leur bataille, ont pu gagner des choses. Moi, quand Innocent parlait il faut parler de ce qui est récent, Diomaye Faye, avec Sonko, ce que la jeunesse sénégalaise a fait ces derniers temps est formidable. Moi, ils n'ont été ébranlés par quoi que ce soit. Même quand il était question que des répressions horribles, ils n'ont pas démordu. Moi, je pense que ici chez nous, le problème, c'est qu'on a cette jeunesse a été, excusez-moi, a été affamée pour on instrumentalise désormais sa misère. Et cette jeunesse-là, au lieu de prendre conscience que les miettes qui tombent actuellement ne sont pas pour garantir un avenir meilleur. Oui, on s'en tient qu'à cela et on fait le jeu. Ce qui est dommage et dommageable pour l'avenir, pour le pays même. Moi, je pense quand même que, conscient de ce que cette jeunesse-là a besoin de ces miettes-là, cette classe actuelle, cette vieille classe-là, utilise cette jeunesse-là à des fins qui n'est pas des plus bienséants. S'il vous plaît. Il va falloir que il revient à cette jeunesse-là elle-même, effectivement, de prendre les taureaux par les cornes et de savoir s'abstenir d'un certain nombre de désirs et de pouvoir savoir qu'il a le potentiel pour pouvoir aussi prendre la relève autrement. De se libérer des miettes. Oui. Voilà. Si vous voulez. Si on doit faire un débat sincère et sérieux, le droit d'aînesse est une barrière psychologique. La jeunesse béninoise ne dispose pas d'esprit critique. Est-ce que entre vous et moi, quand vous allez à des réunions, à un certain nombre de réunions, quand vous prenez la parole et vous allez contre ce que le chef de la famille dit, vous pouvez déjà imaginer les conséquences. Aujourd'hui, je pense en réalité que la jeunesse doit s'affranchir de ces barrières psychologiques, de ces pesanteurs sociologiques-là. C'est-à-dire à savoir que quand vous êtes assis avec vos grands frères, c'est vous qui parlez en dernière position, ou bien vous ne parlez même pas. Vous écoutez. C'est cette jeunesse-là a été instrumentalisée comme ça. Et les moyens traditionnels ont été utilisés pour abondamment la servir, la sujettir au bon vouloir de cette classe jeunesse. Je pense que là, nous devons faire un débat sérieux. Et c'est un débat sérieux. Si déjà, dans nos familles, nous essayons de prendre la parole et de dire un certain nombre de choses, d'exercer un certain charisme dans la prise de décision, ça va impacter nos actions au sein des institutions, au sein des mouvements. Mais un enfant qui n'a pas acquis, le papa discute avec lui, le papa ne lui permet pas de s'expliquer. Cet enfant-là va grandir. Quel leadership vous demandez à cet enfant lorsqu'il sera jeune d'exercer alors que longtemps il a vécu dans une certaine éducation claudicante qui l'empêche véritablement de s'exprimer. C'est tout le problème que nous devons faire. Nous allons mener un débat, nous allons étiqueter la jeunesse d'une manière ou d'une autre. Mais tant que ces barrières psychologiques et ces pesanteurs sociologiques-là ne sont pas levées pour la démocratisation de la parole au sein des familles, nous ne pouvons pas parler d'une jeunesse réellement responsable. On en revient toujours à l'éducation. Oui, le problème c'est ça aussi. Il faut toujours revenir à l'éducation. Effectivement, vous voyez, le droit à la liberté d'expression, il faut d'abord aussi... Ça n'existe pas chez nous, dans la tradition. Je suis totalement d'accord avec, même si aujourd'hui, il faut relativiser cela dans nos familles. Là, vous forcez un peu le trait, parce que même dans la tradition, quand vous voulez parler, c'est vrai qu'à certains niveaux, on ne vous donne pas la parole, mais quand vous devez parler... le chef de la famille. Vous pouvez. Faites ça. La liberté d'expression, il faut se la définir. Il ne faut pas penser que oui, tout est permis et que je dois dire tout. Vous pouvez vouloir dire une vérité et la manière dont vous la dites peut
faire qu'on ne peut pas vous prendre au sérieux. Mais moi, je pense quand même qu'on n'a pas besoin tout forcément d'être dans une certaine grandiloquence, excusez-moi l'expression, pour se faire entendre. Mais il suffit juste que, même en vous adressant à un plus petit que vous, il y a il faut une manière pour le dire. Moi, je pense que ce n'est pas là forcément le problème. C'est qu'il y a le vrai problème est la misère qui frappe cette jeunesse-là. Et je vous assure que nos parents, nos dirigeants, conscients de cela, exploitent cela, utilisent cela. Je vous dis, par exemple, quand vous avez un grand frère, puisque vous êtes un chômeur sans emploi, et que c'est lui qui vous donne de petits moyens pour vous... Il vous aide oui, à survivre. Mais, vous pensez, il est difficile pour vous, lorsque ce dernier est en erreur, il est difficile pour vous de lui dire un certain nombre de vérités. Non, vous pouvez trouver les formes. Non, mais ce n'est toujours pas évident. Maintenant, le problème, c'est bloquer l'aide. Non, voilà. Non, vous n'avez pas besoin de mordre la main qui vous aide. C'est ça, ça, c'est pas la liberté d'expression. Justement, c'est ça, je veux dire. Il faut peut-être mesurer les rapports de force. Voilà. Mais moi, je pense quand même que nos dirigeants doivent savoir que ils ont l'obligation. Et alors, l'insigne obligation de faire en sorte que cette jeunesse-là soit libérée. En sorte que le minimum. Libéré du quoi? Du Huawei? Oui, ça c'est vrai. C'est le cas. C'est-à-dire se libérer pour avoir que le minimum soit. Et ça passe par, excusez-moi, la création de l'emploi. Ça passe par un certain nombre de politiques qui ne soient pas à rendre précaire l'emploi, par exemple. Non, il faudrait faire en sorte que cette misère soit un point de bataille pour les dirigeants et qu'ils doivent régler de sorte que la jeunesse se sent mieux et qu'elle soit capable désormais de s'affranchir de cette façon de faire les choses qui, à mon sens, n'avantage ni la classe politique actuelle, mais le pays tout entier par la suite. Parce que, en fin de compte, personne n'est éternel. Vous ne resterez jamais éternel. Et vous serez surpris et peut-être même désagréablement quand au moment opportun cette jeunesse-là va prendre les rênes et ils vont commencer par continuer dans un certain nombre de bêtises que vous-même vous ne supporterez pas par la suite. Et on a intérêt tous, autant que nous sommes là, à faire en sorte que cette relève-là soit de qualité. Et ça passe effectivement, comme vous le dites, par l'école. Et il faut satisfaire un certain nombre d'exigences de l'école pour que ce soit une réalité. Voilà, ce débat est assez passionnant. On attendra les conclusions de ce dialogue mondial de la jeunesse qui s'est achevé aujourd'hui. C'était prévu pour les 4 et 5 avril 2024. Nous avons épuisé pratiquement le temps qui nous est imparti, tant cette question de la jeunesse est passionnante. Intéressant, passionnant. C'est très intéressant. Oui, il y a beaucoup de points à élucider autour de cette question. Je vais avoir juste votre avis en une prise de parole, sur cette question en tout cas cette actualité du stade de l'amitié. Voilà, quel est votre commentaire là-dessus, très rapidement? Le commentaire, c'est que oui, justement, la CAF a déclassé désormais le stade de GMK pour des raisons que vous connaissez très bien, c'est-à-dire que le mauvais état de pelouse et puis aussi la non-conformité des normes en matière vestiaire. Je pense que c'est une décision professionnelle puisque c'est des inspecteurs qui sont venus et qui ont constaté véritablement que ces conditions ne sont pas réunies. Et là, non seulement aussi, il y a aussi les sièges qui démangent énormément, qui créent beaucoup de démangeaisons. Maintenant, la conséquence est claire, le Bénin jouera à Abidjan. Donc, pour moi, je pense que le Bénin dispose d'un moratoire, d'un délai pour se conformer. Mais je pense en réalité qu'il y a aussi un petit imbroglio qu'il faut lever. C'est-à-dire quoi? Depuis un certain moment, le gouvernement béninois a légué la gestion de ce stade-là au CNSS, qui gère AS Cotonou.
Maintenant, le problème, est-ce que le transfert de compétences est véritablement fait pour que cette structure-là puisse prendre en compte, puisque désormais, quand on demande de réfectionner encore une autre fois ce stade-là, est-ce que cela revient à CNSS ou bien c'est le gouvernement qui doit faire? Puisque entre-temps, le gouvernement avait déjà engrangé des moyens colossaux. Le problème, c'est que est-ce que c'est l'entreprise qui était en charge, qui n'a pas fait correctement son travail, ou bien peut-être qu'il y a eu une gestion un peu... je peux dire compliqué, oui, ou bien en même temps pour la pelouse ici, tout le monde était satisfait. On accueillait des équipes, même la Côte d'Ivoire. Bien sûr que oui, mais aujourd'hui, les stades, s'il vous plaît, les stades méritent un entretien permanent. Oui, moi je pense que c'est dommage. Il faut peut-être interpeller le ministère des Sports, interpeller les différentes structures qui interviennent dans l'entretien de nos différentes infrastructures sportives. Parce que c'est, excusez-moi, hein, pour moi c'est inadmissible qu'on ait pu investir autant de milliards pour une réfection d'un stade et que 3 ans après, nous soyons à être déclassés de cette sorte-là. Moi je pense qu'il y a des responsabilités à situer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que véritablement les moyens qu'on nous a communiqués sont véritablement ceux qu'on a utilisés? Et comment ça a été géré? Je pense qu'on doit véritablement nous éclaircir sur ces points-là et faire en sorte que nous... D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas temps que le Bénin puisse avoir des stades de haut standing, en tout cas, capables de résister à des intempéries et qui pourrait nous amener à ne pas subir ces gens. Parce oui, que intempérie ou pas intempérie, une pelouse s'entretient. Donc, non, mais il y a un problème d'entretien. Il faut que l'on évite ces gens. Mais quand je parle de stade, que les tribunes soient couvertes, que nous puissions aussi... Et qu'il faut élargir même la capacité, parce que c'est 35 000, voilà, on peut aller à 70 000. Moi, je pense que il faut aller à 70 000. Si on rêve... Vous voulez aller à 70 000. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un boom démographique. En tout cas, on est en pleine croissance démographique et la jeunesse, beaucoup désirent désormais aller au stade gratuitement, oui, n'est-ce pas? Non, mais payer aussi, pourquoi pas, s'il le faut. Voilà. Mais gratuitement, parce que ça crée tellement aussi de drames. Donc, désormais, si c'est payant, ça limite les drames. Oui. Moi, je pense que si on veut être dans le professionnalisme, il faut mieux faire les choses désormais. Regardez le Bénin qui va aller jouer en Côte d'Ivoire. Déjà chez nous, même quand nous jouons, ça pose... On appelle ça échange de procédés, puisque on a reçu les autres, on va jouer chez les autres, voilà. C'est l'intégration africaine, on va finir là-dessus. D'accord. Non, de toute façon, c'est dommage, ce n'est pas bien. C'est qu'il faudrait que l'on pense mieux faire les choses désormais. Voilà, peut-être qu'à l'extérieur, comme on l'a vu sur ces dernières sorties de l'équipe nationale, ce sont des matchs amicaux. Et les matchs amicaux n'ont pas toujours le même saveur, ou la même saveur que les matchs de qualification. Laissez-moi parler. Dans les matchs... Oui, laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure. C'est là que je ne vous posais pas de questions. Peut-être quand je vois à l'extérieur Félicia, l'équipe nationale... Le Bénin brille dans les matchs amicaux, mais dans les matchs de qualification... Bon, d'accord. Le Bénin s'estompe. Le Bénin gagnera au Félicia à ces 2 matchs. Bon, voilà. Nicolas Sopétin. Je ne crois pas. Ah, vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Non, je ne vous posais pas la question. Je vous disais merci. Nigeria, c'est moi journaliste et ancien de philosophie. Nous sommes une heure de nous. Journaliste et ancien d'allemand. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On s'en arrête là pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Télé avec vous, pour vous.